Le vent glacial de Londres me fouettait le visage alors que je marchais sur le pont de la Tamise, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Mes doigts entrelacés avec ceux d'Alessandro tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de l'intensité du moment que nous venions de vivre. Je pouvais encore sentir le goût de ses lèvres sur les miennes, la chaleur de ses mains parcourant ma peau, la façon dont il avait murmuré mon nom comme une prière. « Marcus », dit-il, s'arrêtant au milieu du pont et me tirant dans ses bras. La ville illuminée s'étendait autour de nous comme un décor de film, mais tout ce que je voyais, c'était ses yeux sombres, qui m'étudiaient, avec une intensité qui faisait battre mon cœur à tout rompre. « Tu sais que tu as tout changé pour moi, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, ses mains trouvèrent mon visage, ses pouces caressant doucement mes joues. Son toucher était si tendre que je faillis fondre sur place. Alessandro Romano, l'homme qui dirigeait des empires commerciaux d'une main de fer, me touchait comme si j'étais fait de cristal. « Alessandro, commençai-je, mais il scella mes lèvres d'un baiser qui vola toutes les paroles que j'aurais pu prononcer. Ce baiser était différent de ceux que nous avions échangés auparavant. Il portait des promesses, des peurs, une vulnérabilité qu'il montrait rarement au monde. Lorsque nous nous séparâmes, je posai mon front contre le sien, nos corps pressés l'un contre l'autre tandis que le monde tournoyait autour de nous. À cet instant, je sus qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Peu importe à quel point j'essayais de garder mes distances, peu importe les raisons que ma tête rationnelle criait pour me convaincre que c'était une mauvaise idée, mon cœur avait déjà fait son choix. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter au début. Il faut que je raconte comment tout a commencé, cet après-midi pluvieux à Paris, lorsque je pensais simplement chercher un nouvel emploi et que j'ai trouvé bien plus que je n'imaginais. 3 mois avant ce moment sur le pont, j'étais devant le miroir de mon minuscule appartement à Londres, ajustant ma cravate pour la 10e fois. Ma remise de diplôme avait eu lieu 1 semaine plus tôt, et je n'arrivais toujours pas à croire que j'avais réussi à obtenir mon diplôme en gestion à la London School of Economics. 4 ans de nuits blanches, de petits boulots pour payer les factures, et une détermination à toute épreuve avaient enfin porté leurs fruits. Le reflet qui me regardait montrait un jeune homme de 24 ans aux cheveux châtains, légèrement en désordre, aux yeux verts que ma mère disait toujours être mon meilleur atout, et une expression qui essayait de masquer la nervosité que je ressentais. Ce jour-là était celui de l'entretien qui pourrait changer ma vie, un poste dans une prestigieuse agence de marketing à Paris. L'idée de déménager à Paris était presque née par hasard. J'avais besoin d'un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux que Londres gardait pour moi, loin de l'appartement où j'avais grandi avec ma mère avant de la perdre à cause d'un cancer 2 ans plus tôt, loin des endroits qui me rappelaient James, mon ex-petit ami, qui avait choisi sa carrière prometteuse à New York plutôt que notre relation de 3 ans. Paris représentait la liberté, la chance d'être qui j'étais vraiment sans porter le poids du passé. « Tu peux le faire, Marcus », murmurai-je à mon reflet, prenant une grande inspiration. « Ce n'est qu'un entretien. Tu as étudié pour ça toute ta vie. » Le vol pour Paris s'était déroulé sans encombre, mais mon estomac était noué par la nervosité. Pendant tout le trajet, je revisais mentalement tout ce que je savais sur Lumière Marketing, l'agence où j'avais rendez-vous. Ils étaient connus pour leurs campagnes innovantes, pour des marques de luxe, et travailler pour eux serait comme obtenir un ticket d'or pour le monde du marketing haut de gamme. Quand l'avion atterrit à Charles de Gaulle, je ressentis une vague d'excitation mêlée de terreur. Paris. J'étais enfin là, prêt à commencer une nouvelle vie. Le bureau de Lumière se trouvait dans le 8e arrondissement, dans un élégant bâtiment avec vue sur les Champs-Élysées. En attendant dans le hall de marbre et de verre, j'observais les employés passer avec une assurance que j'enviais. Tous semblaient sortis des pages d'un magazine de mode, impeccablement habillés et dégageant une sophistication parisienne. « Monsieur Delacroix ?» Une femme élégante d'environ 40 ans s'approcha, me tendant la main. « Je suis Margot Dubois, directrice des ressources humaines. Merci d'être venue à Paris pour notre entretien. »« Tout le plaisir est pour moi, Madame Dubois, » répondis-je dans mon français soigneusement travaillé. Heureusement, j'avais étudié la langue tout au long de l'université, anticipant précisément ce genre d'opportunité. L'entretien dura presque 2 heures. Margot me posa des questions sur mon expérience, mes projets universitaires, ma vision du marketing numérique et des tendances de consommation. Je me sentais bien, même confiant, lorsqu'elle mentionna que le poste impliquerait de travailler avec des clients internationaux, y compris des entreprises italiennes. Mes yeux s'illuminèrent d'enthousiasme. Seriez-vous prêt à voyager occasionnellement? Londres, Milan, d'autres capitales européennes? Demanda-t-elle en prenant des notes. Absolument, répondis-je sans hésiter. En fait,
C'est exactement le type d'expérience que je recherche. À la fin de l'entretien, Margot sourit d'une manière qui me donna de l'espoir. Marcus, je dois dire que je suis impressionné. Vos professeurs ont écrit des lettres de recommandation exceptionnelles, et vous montrez exactement le type de passion et de détermination que nous recherchons ici. Nous vous donnerons une réponse d'ici la fin de la semaine. Je quittais le bureau en marchant sur un nuage. Paris s'étendait devant moi, magnifique et pleine de promesses sous le soleil de l'après-midi. Je décidai de me promener un peu dans la ville avant de rentrer à l'hôtel, absorbant l'atmosphère qui pourrait bientôt faire partie de ma vie quotidienne. C'est en marchant rue Saint-Honoré que je vis la vitrine de la boutique qui allait tout changer. La boutique était petite mais raffinée, le genre d'endroit où chaque pièce coûtait plus que ce que je gagnais en un mois avec mes petits boulots d'étudiant. Mais quelque chose dans la vitrine attira mon attention. Un costume bleu marine qui semblait taillé sur mesure pour quelqu'un de ma taille et de ma corpulence. C'était exactement le type de vêtements que je porterais si j'obtenais l'emploi de mes rêves. « Puis-je vous aider ?» demanda une voix derrière moi. Je me retournai et faillis perdre mon souffle. L'homme qui se tenait à la porte de la boutique était, sans exagérer, la personne la plus belle que j'avais jamais vue. Grand, probablement 10 centimètres de plus que mon mètre 78, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et des yeux d'un brun si sombre qu'il semblait presque noir. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel, et il dégageait une élégance naturelle qui faisait disparaître toutes les autres personnes dans la rue. Je regardais juste, balbutiai-je, sentant une chaleur monter le long de mon cou. Le costume en vitrine est magnifique. Il sourit, et mon cœur manqua littéralement un battement. Vous avez bon goût. C'est une pièce unique, réalisée par un tailleur que je connais à Milan. Sa voix portait un léger accent que je ne pouvais pas tout à fait identifier, peut-être italien, mêlé de quelque chose d'autre. Cherchez-vous quelque chose en particulier? En fait non, admis-je en riant nerveusement. Je ne peux probablement rien m'offrir ici. Je suis juste un jeune diplômé qui essaie de décrocher son premier vrai travail. Ah, dit-il, et il y avait quelque chose dans son ton qui me fit le regarder plus attentivement. Et quel genre de travail serait-ce? Je ne sais pas pourquoi je commençais à raconter mon histoire à un parfait inconnu, mais il y avait quelque chose en lui qui me donnait envie de parler. Peut-être était-ce la manière dont il m'écoutait, me donnant toute son attention, comme si mes paroles étaient la chose la plus intéressante qu'il ait entendue de la journée. Le marketing, expliquai-je. J'ai eu un entretien aujourd'hui chez Lumière. Si je décroche le poste, je déménagerai à Paris pour commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie, répéta-t-il, comme s'il goûtait les mots. Vous fuyez quelque chose ou vous courez vers quelque chose? La question me prit au dépourvu. Elle était trop perspicace pour quelqu'un que je venais de rencontrer. Un peu des deux, admis-je honnêtement. Il hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Je m'appelle Alessandro, dit-il en me tendant la main. Marcus, répondis-je en serrant sa main. Son contact envoya une décharge électrique dans mon bras, et à la façon dont ses yeux s'intensifièrent, je soupçonnais qu'il l'avait ressenti aussi. Marcus, répéta-t-il mon nom de la même manière qu'il avait dit « une nouvelle vie », comme s'il le gravait dans sa mémoire. Quelle coïncidence intéressante. Pourquoi? Je suis à Paris pour affaires, mais mon entreprise travaille souvent avec des agences de marketing. Je connais bien Lumière. Ce sont d'excellents professionnels. Il marqua une pause, m'étudiant avec ses yeux perçants. Vous avez dit que vous ne pouvez rien acheter ici, mais que diriez-vous d'un café? Il y a un endroit charmant au coin de la rue, et j'ai du temps avant ma prochaine réunion. Mon bon sens me criait de dire non. Il y avait quelque chose chez Alessandro qui était dangereux, une intensité qui me donnait l'impression d'être au bord d'un précipice. Mais c'était précisément cette sensation de danger qui rendait impossible de refuser. Pourquoi pas? Entendis-je ma propre voix répondre. Le café qu'il choisit était exactement le type d'endroit pittoresque auquel on pense lorsqu'on imagine Paris. De petites tables sur le trottoir, des serveurs en tablier noir et blanc, l'arôme de croissants frais flottant dans l'air. Alessandro commanda pour nous deux en français courant, et je remarquai comment la serveuse fondait pratiquement sous son sourire charmeur. « Alors, dit-il une fois que nous fûmes seuls, parlez-moi de Marcus Delacroix. Qu'est-ce qui vous amène vraiment à Paris ?» Il y avait quelque chose dans sa manière de poser la question qui me donnait envie d'être complètement honnête. Peut-être parce qu'il était un étranger, quelqu'un que je ne reverrais probablement jamais, ou peut-être étaient-ce ses yeux qui semblaient voir à travers toutes mes défenses, soigneusement construites. Ma mère est décédée il y a 2 ans, commençai-je, surpris par ma propre franchise. Cancer. Après ça, Londres a commencé à me sembler hanté. Chaque endroit où j'allais me rappelait elle, ou me rappelait ce qu'était ma vie avant.
Alessandro ne dit pas « je suis désolé » comme la plupart des gens. À la place, il hocha simplement la tête, m'encourageant à continuer. Et puis il y avait James, poursuivis-je. Mon ex, 3 ans de relation qui se sont terminés quand il a eu une opportunité à Wall Street et a décidé que je ne valais pas la peine de tenter une relation à distance. Idiot, murmura Alessandro, si bas que je l'entendis à peine. Cela me fit sourire pour la première fois depuis que j'avais commencé à raconter mon histoire. Oui, eh bien, quoi qu'il en soit, j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ complet, un endroit où je pourrais découvrir qui je suis quand je ne porte pas le poids du passé. Et Paris semble être l'endroit idéal. Paris semble être la liberté, répondis-je sans réfléchir, puis je fus gêné par cette réponse si mélodramatique. Mais Alessandro ne rit pas. Au lieu de cela, ses yeux s'intensifièrent à nouveau, comme si mes mots avaient touché quelque chose en lui. « Je comprends parfaitement », dit-il doucement. « Parfois, il faut se perdre complètement pour se retrouver. » Nous parlâmes pendant 2 heures. Alessandro était un auditeur incroyable, posant des questions qui me faisaient réfléchir, riant à mes histoires sur la vie universitaire, partageant quelques observations sur les affaires qui montraient un esprit incroyablement vif. J'étais si absorbé par la conversation que j'en oubliais presque de lui poser des questions sur lui. « Et vous ?» demandai-je finalement. « Qu'est-ce qui vous amène à Paris ?»« Le travail », répondit-il, mais il y avait une hésitation dans sa voix. « Mon entreprise a des affaires dans toute l'Europe. Je voyage beaucoup. » « Quel genre d'entreprise ? » ?»« Des investissements, des acquisitions, ce genre de choses. » Il détourna le regard, regardant la rue animée. Ce n'est pas aussi intéressant que ça en a l'air. Il y avait quelque chose dans son ton qui me disait qu'il ne voulait pas parler de travail. Alors je changeai de sujet. Mais je remarquai que, malgré 2 heures de conversation, je savais encore très peu de choses sur Alessandro Romano. Il était maître dans l'art de poser des questions sur moi sans révéler grand-chose sur lui-même. Quand je regardai enfin ma montre, je fus choqué de découvrir qu'il était presque 6 heures du soir. « Mon Dieu, j'ai pris tout votre temps, » dis-je en commençant à me lever. « Vous aviez dit que vous aviez une réunion. »« Je l'ai annulée, » dit-il nonchalamment, comme si annuler des réunions d'affaires pour discuter avec des inconnus dans des cafés était quelque chose qu'il faisait régulièrement. « Alessandro, vous n'auriez pas dû... »« Marcus, » dit-il mon nom à nouveau de cette manière qui faisait chavirer mon estomac. Quand est-ce la dernière fois que vous avez fait quelque chose simplement parce que vous en aviez envie, sans penser aux conséquences? La question me prit au dépourvu. Quand était-ce déjà? J'avais passé tellement de temps à être pratique, responsable, à planifier chaque mouvement avec soin. Je ne m'en souviens pas, admis-je. Alors dînez avec moi, dit-il, se penchant en avant sur la table. Je connais un petit restaurant dans le Marais qui fait le meilleur coq au vin de Paris. Rien d'extravagant, juste agréable. Chaque fibre rationnelle de mon être me disait de partir. Je ne connaissais pas cet homme. Il y avait quelque chose en lui qui était trop intense, trop mystérieux. De plus, je repartais pour Londres le lendemain matin. Mais quand je regardais dans ses yeux, toutes ces objections rationnelles s'évanouirent. « D'accord, » m'entendis-je dire, « mais seulement si vous me laissez payer ma part. » Alessandro sourit, et ce fut comme si le soleil sortait des nuages. Absolument pas. Le restaurant qu'Alessandro choisit était exactement comme il l'avait promis. Petit, chaleureux, avec des chandelles vacillantes sur des tables en bois usées et un menu écrit à la main en français élégant. Le genre d'endroit que les touristes ne trouvaient jamais, fréquenté par des locaux qui semblaient connaître le propriétaire par son prénom. Alessandro, un homme robuste avec une moustache grisonnante émergea de la cuisine dès que nous entrâmes, embrassant Alessandro comme un vieil ami. Quelle merveilleuse surprise. « Bonjour, Henri » répondit Alessandro, rendant l'embrassade chaleureusement. « Voici Marcus, un ami de Londres. » Le mot « ami » fit naître une petite pointe dans ma poitrine, bien que je ne sache pas pourquoi. Que dirait-il d'autre? Nous ne nous connaissions que depuis quelques heures. Henri nous conduisit à une table dans un coin, loin de l'agitation du restaurant, et commença immédiatement à recommander des plats avec l'enthousiasme de quelqu'un qui aimait vraiment la nourriture. Alessandro traduisait quand nécessaire, ses doigts effleurant occasionnellement les miens lorsqu'il pointait quelque chose sur le menu. Chaque contact fortuit était comme une étincelle électrique. « Vous venez vraiment ici souvent ?» demandai-je après qu'Henri se fut éloigné pour chercher le vin qu'Alessandro avait commandé. « Quand je suis à Paris, oui. Henri et sa femme Marie ont ouvert cet endroit il y a 15 ans. J'ai un peu aidé quand ils ont commencé. Il y avait plus dans cette histoire, je pouvais le sentir, mais avant que je puisse poser des questions, Henri revint avec une bouteille de vin rouge qu'il présenta à Alessandro avec une fierté cérémonieuse. « 1995 », annonça-t-il. « L'une des dernières bouteilles. »
Alessandro goûta le vin et hocha la tête avec appréciation. Quand Henri remplit mon verre, je pris une gorgée et faillis soupirer de plaisir. C'était le meilleur vin que j'avais jamais goûté de ma vie. Alors, dit Alessandro une fois que nous fûmes à nouveau seuls, parlez-moi de vos projets pour Paris, en dehors du travail. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de projets précis. Je suppose que je veux explorer la ville, peut-être prendre des cours de français pour m'améliorer, rencontrer des gens. Je marquai une pause, réalisant à quel point cela semblait pathétique. Ça doit sembler très naïf. Ça semble courageux, corrigea-t-il. La plupart des gens ont peur de repartir de zéro. Et vous? Avez-vous déjà dû repartir de zéro? Alessandro fit tourner le vin dans son verre, observant le liquide rouge foncé refléter la lumière de la chandelle. Plus de fois que je ne voudrais l'admettre, dit-il finalement, mais pas toujours par choix. Il y avait une tristesse dans ces mots qui me donna envie de prendre sa main, mais je me retins. À la place, je passai à un sujet plus léger. Alors, quelle est votre partie préférée de Paris? Ses yeux s'illuminèrent. La vue depuis le Sacré-Cœur au lever du soleil, dit-il sans hésiter. Il y a quelque chose de magique à voir la ville s'éveiller depuis cet endroit. Vous l'avez déjà vu? Souvent. Je suis naturellement matinal, et parfois, quand je ne peux pas dormir, je monte à Montmartre et je regarde le soleil se lever. L'image d'Alessandro seul à Montmartre avant l'aube, contemplant la ville endormie, était étrangement romantique et mélancolique à la fois. Notre conversation coula naturellement tout au long du dîner. Alessandro me raconta son enfance dans différentes villes européennes. Son père avait des affaires qui les faisaient souvent déménager. Je partageais des histoires sur mon enfance à Londres avec ma mère, une artiste qui peignait des aquarelles et m'avait appris à voir la beauté dans les petites choses. Elle serait heureuse de savoir que vous poursuivez votre propre aventure, dit Alessandro lorsque je lui parlais du rêve de ma mère de voyager à travers le monde, qu'elle n'avait jamais pu réaliser. Vous pensez? J'en suis sûr. Les mères veulent que leurs enfants vivent pleinement, surtout les parties de la vie qu'elles ont manquées. Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait cela qui suggérait une expérience personnelle, mais quand j'essayais de poser des questions sur sa famille, il détourna habilement la conversation vers moi. Pendant que nous mangions, je remarquais de petits détails sur Alessandro qui me fascinaient, la manière dont ses yeux se plissaient légèrement quand il souriait sincèrement, la façon dont il gesticulait avec ses mains quand il s'enthousiasmait en parlant de quelque chose, la manière dont il écoutait, non pas seulement mes paroles, mais en prêtant vraiment attention, comme si tout ce que je disais était important. « Marcus, dit-il dans un moment de silence confortable entre nous, puis-je poser une question personnelle? Bien sûr. Êtes-vous nerveux à l'idée de déménager? De tout laisser derrière vous? » Je réfléchis un instant. Terrifié, admis-je, mais aussi excité. C'est étrange, mais j'ai l'impression d'avoir été endormi pendant longtemps et que je me réveille enfin. Alessandro hocha lentement la tête. Vous connaissez cette sensation quand vous sautez d'une falaise dans l'eau, dans les secondes entre le saut et le plongeon, quand vous ne pouvez plus faire demi-tour, mais que vous n'êtes pas encore arrivé là où vous allez? Exactement, m'exclamai-je, impressionné par la manière dont il avait parfaitement capturé ce que je ressentais. C'est effrayant, mais aussi libérateur, poursuivit-il. C'est à ce moment-là que vous êtes le plus vivant. Nos regards se croisèrent à travers la table, et je ressentis à nouveau cette décharge électrique, plus forte cette fois. Il y avait quelque chose dans la façon dont Alessandro me regardait qui me faisait me sentir complètement vu, comme s'il pouvait percer toutes les masques que je portais et voir exactement qui j'étais en dessous. Quand Henri apporta le dessert, une tarte tatin fondante, Alessandro demanda « À quelle heure est votre vol demain ?»« Midi », répondis-je, et une ombre de déception passa sur son visage. « Dommage. J'aimerais vous montrer cette vue depuis le Sacré-Cœur. » Mon cœur s'accéléra. Peut-être que je pourrais changer mon vol. Vous feriez ça? L'intensité dans sa voix me surprit. C'était comme si ma réponse comptait vraiment pour lui. Pourquoi pas? Dis-je, reprenant ces mots de tout à l'heure. Quand est-ce la dernière fois que j'ai fait quelque chose simplement parce que j'en avais envie? Alessandro sourit, et cette fois c'était différent de tous les sourires qu'il m'avait offerts au cours de la soirée. Celui-ci était intime, plein d'espoir, comme si je venais de lui offrir un cadeau inattendu. Alors, c'est un rendez-vous, dit-il doucement. Le mot « rendez-vous » resta suspendu dans l'air entre nous, chargé de possibilités que ni l'un ni l'autre n'étions prêts à nommer. Après le dîner, nous marchâmes lentement dans les rues pavées du Marais. Paris la nuit était magique, avec une lumière dorée s'échappant des fenêtres des appartements et des jeunes couples riant dans les cafés. Alessandro me raconta des histoires sur les quartiers que nous traversions, pointant des détails architecturaux intéressants
partageant des légendes locales. Vous connaissez vraiment bien cette ville, observai-je. J'y passe beaucoup de temps, dit-il simplement. Quand nous arrivâmes à mon hôtel, nous nous arrêtâmes devant l'entrée, aucun de nous ne voulant que la soirée se termine. Marcus, dit Alessandro mon nom de cette manière encore, merci pour aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une conversation aussi authentique. Merci d'avoir annulé votre réunion, répondis-je, essayant de garder un ton léger bien que mon cœur battait à tout rompre. Il se pencha et embrassa ma joue, un geste qui aurait pu être parfaitement anodin s'il n'y avait eu la manière dont ses lèvres s'attardèrent une seconde de trop, ou la façon dont sa main trouva brièvement la mienne. « À demain », murmura-t-il contre ma peau, et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Quand j'entrai dans l'hôtel, je pouvais encore sentir la chaleur de ses lèvres sur ma joue. Je m'allongeai sur le lit, regardant le plafond, repassant chaque moment de la soirée, chaque mot que nous avions échangé, chaque regard que nous avions partagé. Je savais que je m'aventurais en terrain dangereux. Alessandro Romano était clairement un homme avec des secrets, quelqu'un dont le monde était très différent du mien. Mais quand je pensais à la possibilité de prendre cet avion pour Londres et de ne plus jamais le revoir, je ressentis un vide dans ma poitrine qui me fit peur par son intensité. Je pris mon téléphone et changeai mon vol pour le lendemain. Après tout, quel mal y avait-il à regarder un lever de soleil? Et vous sont les amis qui suivent notre histoire. Ressentez-vous cette alchimie entre Marcus et Alessandro? Laissez dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer lors de leur rendez-vous à Montmartre. Voulez-vous que je continue cette histoire? Taguez cet ami qui adore les romances intenses pour qu'il suive avec vous. Je me réveillai à 5 heures du matin sans avoir besoin de réveil, mon corps vibrant d'anticipation. À travers la fenêtre de l'hôtel, Paris dormait encore sous un voile de brume matinale, les rues désertes, hormis quelques travailleurs matinaux, et le taxi occasionnel, passant en silence. Je pris une douche rapide, essayant de calmer les nerfs qui dansaient sous ma peau. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la manière dont Alessandro avait dit « à demain », comme s'il portait une promesse que ni l'un ni l'autre n'avions verbalisée. Je portais un jean sombre et un pull en cachemire gris que j'avais acheté pour l'entretien, voulant paraître décontracté tout en restant attirant. Quand je descendis dans le hall à 5h30, Alessandro était déjà là, appuyé élégamment contre l'une des colonnes de marbre. Il portait un jean noir et une veste en cuir qui le rendait dangereusement séduisant. Quand il me vit, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur qui fit accélérer mon cœur. « Bonjour Marcus », dit-il en s'approchant. « Prêt pour la plus belle vue de Paris ?»« Plus que prêt », répondis-je et je réalisais que c'était vrai. Il y avait quelque chose à être avec Alessandro qui me rendait plus courageux, plus prêt à embrasser l'aventure. Il avait apporté une voiture, une Aston Martin argentée qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en 5 ans. Quand je fis un commentaire à ce sujet, il haussa simplement les épaules. « J'aime les voitures », dit-il simplement. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il y avait plus à l'histoire. La route à travers les rues silencieuses de Paris était magique. Alessandro connaissait tous les raccourcis, naviguant dans les rues étroites avec une assurance qui parlait d'années de familiarité avec la ville. Nous parlions doucement pendant qu'il conduisait, nos voix basses pour correspondre au calme du matin. « Vous avez toujours été matinal ?» demandai-je, observant à quel point il semblait complètement réveillé malgré l'heure. « Insomnie », admit-il. « Je dors peu depuis des années. À la fin, on apprend à aimer les heures silencieuses quand le reste du monde dort. Ça semble solitaire. » Il me lança un regard rapide. « Parfois oui, mais il y a aussi une paix unique. Quand vous êtes réveillé seul au monde, c'est là que vous pouvez vraiment entendre vos propres pensées. » Il y avait une mélancolie dans ces mots qui me donna envie d'en savoir plus, mais nous arrivâmes au pied de Montmartre avant que je puisse trouver les mots justes. La montée jusqu'au Sacré-Cœur était raide, mais Alessandro connaissait un chemin à travers les petites ruelles qui étaient moins touristiques et plus intimes. Nous passâmes devant des cafés fermés et de petites boutiques aux volets encore baissés, nos pas résonnant doucement sur les pavés anciens. « Combien de fois avez-vous fait cette promenade ?» demandai-je, notant à quel point il naviguait sans hésiter. « Beaucoup », répondit-il, « surtout après des nuits difficiles. Il y a quelque chose à regarder le soleil se lever qui me rappelle qu'un nouveau départ est toujours possible. » Nous arrivâmes au sommet avec 15 minutes d'avance. Alessandro me guida vers un endroit précis, loin des quelques touristes matinaux, où la vue s'étendait majestueusement sur tout Paris. La ville s'étalait devant nous comme un tapis de lumière dorée parsemant l'obscurité, la Seine serpentant à travers le centre comme un ruban argenté. « Mon Dieu !» murmurai-je, à bout de souffle autant par la vue que par la montée. « Attendez !» murmura Alessandro derrière moi, si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps contre mon dos. « Le meilleur est encore à venir. »
Nous restâmes là dans un silence confortable, attendant. J'étais hyper conscient de chaque respiration de sa part, de la manière dont ses doigts effleurèrent les miens quand il pointait quelque chose dans la vue, de l'odeur subtile de son eau de Cologne mêlée de cuir et de quelque chose qui était purement lui. Puis cela commença. D'abord, juste une fine ligne de lumière dorée à l'horizon et, peu à peu, la lumière s'étendit, peignant le ciel dans des tons de rose et d'orange qui se reflétaient dans les fenêtres des bâtiments, en contrebas. Paris commença à s'éveiller lentement, des lumières s'allumant dans les appartements, les premières voitures apparaissant dans les rues principales. « C'est parfait », murmurai-je complètement envoûté. « Oui », approuva Alessandro, mais quand je me tournai pour le regarder, il ne regardait pas la vue, il me regardait. Le moment s'étira entre nous, chargé d'une tension qui rendait l'air presque électrique. Ses yeux descendirent vers mes lèvres, puis revinrent à mes yeux, une question silencieuse qui fit battre mon cœur à tout rompre. « Marcus », dit-il mon nom comme une prière, faisant un pas plus près. « Alessandro », murmurai-je en retour, ma voix presque perdue dans le vent matinal. Il leva la main, ses doigts traçant doucement la ligne de ma mâchoire. Son contact envoya des frissons dans tout mon corps. Puis au lieu de répondre avec des mots, je me penchai vers lui. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui fut d'abord doux et hésitant, puis s'approfondit lorsque je sentis ses mains trouver ma taille, me tirant plus près. Embrasser Alessandro, c'était comme découvrir un nouveau type de faim que je ne savais pas que j'avais. Ses lèvres étaient du commitment to excellence, suite, douce mais insistante, ses mains fermes contre mon dos. Quand nous nous séparâmes finalement, nous respirions tous les deux lourdement. C'était, commençai-je, mais je ne trouvais pas les mots adéquats. Inévitable, compléta-t-il, son front contre le mien. Depuis le moment où je t'ai vu hier, je savais que ça arriverait. Alessandro, commençai-je voulant dire quelque chose sur le fait que je rentrais à Londres, que je ne savais même pas si j'obtiendrais le poste, sur toutes les raisons pratiques pour lesquelles c'était compliqué. Chut, murmura-t-il, son pouce traçant mes lèvres. Ne pense pas maintenant, ressens simplement. Et puis il m'embrassa à nouveau, et toutes mes pensées rationnelles se dissolurent comme la brume matinale. Nous passâmes le reste de la matinée à explorer Montmartre comme deux touristes amoureux en lune de miel. Alessandro me montra des coins cachés de la place du Tertre que seuls les locaux connaissaient, acheta des croissants encore chauds dans une minuscule boulangerie, où le propriétaire le salua par son nom, me conduisit voir des artistes de rue qui commençaient tout juste à installer leur chevalet. Mais ce qui me marqua le plus, ce n'était pas les lieux que nous visitions, mais la manière dont être avec lui rendait tout plus vif, plus intense. Les couleurs semblaient plus éclatantes, les saveurs plus riches, chaque moment chargé d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Tu dois vraiment rentrer aujourd'hui ?» demanda-t-il lorsque nous nous arrêtâmes dans un petit café pour déjeuner. Sa main reposait nonchalamment sur la mienne sur la table, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma peau, ce qui rendait difficile de me concentrer sur la nourriture. « Mon nouveau vol est à 6 heures, répondis-je. Mais Alessandro, je ne sais même pas si je vais obtenir le poste. Peut-être que je planifie un déménagement à Paris qui n'arrivera jamais. Et si je te disais que je suis sûr que tu l'obtiendras ?» dit-il avec une assurance qui me surprit. « Comment peux-tu en être sûr ?» Il hésita un instant, comme s'il décidait quelque chose. « Parce que je connais Margot Dubois depuis des années. C'est une excellente juge de caractère. Et si elle t'a convoqué pour un entretien en personne, c'est qu'elle était déjà convaincue à 90%. « Tu connais Margot ?» demandai-je, surpris. « Comment ?» Encore cette hésitation. « Les affaires. Mon entreprise travaille parfois avec lumière sur des campagnes pour des clients internationaux. Il y avait quelque chose qu'il ne me disait pas. Je pouvais le sentir. Mais avant que je puisse creuser davantage, mon téléphone sonna. C'était un numéro français que je ne reconnaissais pas. « Allô ?» répondis-je nerveusement. « Marcus, c'est Margot Dubois de Lumière Marketing. » Mon cœur s'arrêta. « J'ai de bonnes nouvelles pour vous. » Je regardais Alessandro qui m'observait intensément. « Quel genre de bonnes nouvelles ?» réussis-je à demander. « Nous voulons vous offrir le poste. Quand pourriez-vous commencer ?» Pendant un instant, je restais complètement muet. J'ai eu le poste. Je l'ai vraiment eu. C'est incroyable, réussis-je à dire. Merci, Madame Dubois. Quand avez-vous besoin d'une réponse? Que diriez-vous de nous rencontrer demain pour discuter des détails? Je sais que vous devrez probablement organiser votre déménagement de Londres. Après avoir raccroché, je regardais Alessandro sous le choc. Je l'ai eu, dis-je doucement. J'ai vraiment obtenu le poste. Le sourire qui s'étendit sur son visage était sincère et fier. Je te l'avais dit, dit-il, serrant ma main. Félicitations, Marcus.
Ça veut dire que je vais déménager à Paris, dis-je, encore en train de réaliser. Pour de vrai. Ça veut dire, dit Alessandro se penchant plus près, que nous aurons beaucoup plus de temps pour nous connaître. La manière dont il le dit, chargé de promesses et de possibilités, fit chavirer mon estomac d'une manière délicieuse. Nous passâmes le reste de l'après-midi à flâner le long des berges de la Seine. Alessandro me parla davantage de Paris, de ses endroits préférés, de petits restaurants et librairies cachées que je devrais découvrir une fois installé. Mais il y eut aussi des moments de silence confortable, où nous marchions simplement main dans la main, absorbant la réalité que ceci, quoi que ce soit, n'avait pas à se terminer aujourd'hui. « Marcus », dit-il lorsque nous nous arrêtâmes sur un pont pour regarder les bateaux touristiques passer en dessous, « puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Hier tu as mentionné James, ton ex-petit ami. Je sentis mes muscles se tendre légèrement. Ça fait combien de temps que vous avez rompu ? 8 mois, répondis-je honnêtement. Pourquoi ? Parce que je veux être sûr que tu es prêt pour ça, dit-il, faisant un geste entre nous deux. Pour quelque chose de nouveau. La question me prit au dépourvu, surtout parce que c'était quelque chose que j'avais moi-même évité de penser. Étais-je prêt ? James m'avait profondément blessé lorsqu'il avait choisi sa carrière plutôt que notre relation. Il m'avait laissé me questionner sur ma propre valeur, sur ma capacité à être digne de l'amour de quelqu'un. Je ne sais pas, admis-je. James m'a fait sentir que je n'étais pas assez, comme si j'étais juste un tremplin sur son échelle, pas sa destination finale. Alessandro s'arrêta de marcher et se tourna pour me faire face complètement. « Marcus, regarde-moi », dit-il, ses mains encadrant mon visage. « Tout homme qui te laisse partir est un idiot complet. Tu es extraordinaire. » L'intensité dans sa voix me laissa sans voix. « Alessandro, non, laisse-moi finir, » poursuivit-il. « En moins de 24 heures, tu m'as fait ressentir une connexion avec une autre personne, comme je n'en avais pas ressenti depuis des années. Tu es intelligent, drôle, assez courageux pour refaire toute ta vie pour un rêve. Quiconque ne voit pas ça ne te mérite pas. » Des larmes piquèrent mes yeux devant la sincérité dans sa voix. « Comment peux-tu en être si sûr ? Tu me connais à peine. Parfois, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pendant des années pour reconnaître quelque chose de spécial, dit-il doucement. Parfois, tu le sais, c'est tout. » Il m'embrassa à nouveau, là sur le pont, et cette fois le baiser portait plus que de l'attirance. Il portait une promesse, de l'espoir, la possibilité de quelque chose de réel et de durable. Quand nous nous séparâmes, je sus que quelque chose avait fondamentalement changé en moi. Les blessures que James avait laissées n'étaient pas complètement guéries, mais pour la première fois depuis des mois, j'eus l'impression qu'elles pourraient l'être. L'aéroport arriva trop vite. Alessandro insista pour m'y conduire, malgré mes protestations que je pouvais prendre un taxi. Tout au long du trajet, nous maintenâmes une conversation légère sur mes plans pour le déménagement, sur les appartements à Paris, sur la manière dont je devrais gérer mes premiers jours au nouvel emploi. Mais il y avait une tension sous-jacente, une conscience que nous nous séparions sans savoir exactement quand nous nous reverrions. « Quand penses-tu pouvoir déménager complètement ?» demanda-t-il en se garant à l'aéroport. « Quelques semaines, peut-être ? Je dois donner un préavis pour mon job à temps partiel, organiser mes affaires, trouver un appartement. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, appartement, recommandation, n'importe quoi, appelle-moi, » dit-il, me tendant une carte de visite. Je regardai la carte et mon cœur s'arrêta presque. Alessandro Romano, PDG, Romano Enterprises. Ce n'était pas une carte de visite ordinaire. Elle était lourde, faite de papier de haute qualité, avec une simplicité élégante qui criait la classe et le pouvoir. « PDG » demandai-je, le regardant avec stupéfaction. « Alessandro, quel genre d'entreprise est Romano Enterprises exactement ?» Il passa une main dans ses cheveux, semblant mal à l'aise pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. « C'est compliqué, Marcus. Essaie de m'expliquer, » insistai-je. « Des investissements, principalement, des acquisitions d'entreprises, du développement immobilier, quelques jointures internationales. » Il marqua une pause. « C'est une grosse entreprise, Marcus. Très grosse. » « Grosse comment ? Assez grosse pour que mon nom apparaisse occasionnellement dans les magazines d'affaires, » admit-il à contre-cœur. Mon esprit commença à assimiler cela. Alessandro n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il était riche, vraiment riche. Le genre d'homme qui avait probablement des maisons dans plusieurs capitales européennes, qui voyageait en jet privé, qui évoluait dans des cercles sociaux complètement différents des miens. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demandai-je, et il dut entendre le changement dans mon ton. « Parce que je voulais que tu me connaisses juste comme Alessandro, » dit-il doucement. « Pas comme le PDG Romano,
ou l'héritier de la famille Romano, ou n'importe quel autre label que les gens ont tendance à me coller. Je voulais que tu me voies. Famille Romano? Répétai-je. Alessandro, qui es-tu exactement? Il soupira profondément. Mon père a bâti Romano Enterprises de zéro dans les années 80. Quand il est mort il y a 5 ans, j'ai tout hérité. L'entreprise, les responsabilités, les attentes, sa voix devint amère, et toute la solitude qui va avec. Je commençais à comprendre pourquoi il avait semblé si intéressé quand j'avais parlé de commencer une nouvelle vie, d'être libre de découvrir qui j'étais. Alessandro n'avait jamais eu cette option. Il était né pour un rôle qu'il n'avait pas choisi. C'est pour ça que tu viens à Paris seul regarder le lever du soleil, dis-je. Pas une question, mais une prise de conscience. Il hocha la tête. C'est l'un des rares endroits où je peux être juste moi-même. Je regardais à nouveau la carte dans mes mains, puis l'homme qui avait passé les dernières 24 heures à me faire sentir comme si j'étais la personne la plus intéressante au monde. Riche ou pauvre, PDG ou non, c'était toujours le même Alessandro qui avait annulé une réunion pour prendre un café avec moi, qui connaissait l'histoire de chaque quartier parisien, qui m'avait embrassé comme si j'étais précieux. Alessandro, dis-je finalement, merci de m'avoir montré qui tu es vraiment. Le soulagement dans ses yeux fut palpable. Tu es sûr que ça ne change rien? Ça change certaines choses, admis-je honnêtement. Maintenant, je sais pourquoi tu conduis une Aston Martin et pourquoi Henri te traite comme un roi. Mais ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Et que ressens-tu pour moi? Demanda-t-il, sa voix basse et intense. La question me prit au dépourvu. Que ressentais-je? En 24 heures, Alessandro avait bouleversé mon monde de manière que j'essayais encore de comprendre. J'ai l'impression d'avoir attendu quelque chose sans le savoir, dis-je honnêtement. Comme si toutes les parties de ma vie m'avaient conduit à ce moment. Ses yeux s'assombrirent, et il se pencha pour m'embrasser une fois de plus. Ce baiser était différent des autres, plus urgent, plus désespéré, comme s'il essayait de mémoriser le goût de mes lèvres. « Tu vas me manquer », murmura-t-il contre ma bouche. « Toi aussi », répondis-je, surpris par la vérité de cette affirmation. L'appel pour mon vol résonna dans l'aéroport, me rappelant que le monde réel m'attendait. « Appelle-moi quand tu arriveras à Londres », dit Alessandro. « Et Marcus? Appelle-moi quand tu seras prêt à revenir à Paris. Peu importe l'heure, peu importe le jour. Promis, dis-je, prenant mes bagages. Je marchais vers la sécurité, me retournant une dernière fois pour le voir. Alessandro était toujours là où je l'avais laissé, les mains dans les poches, me regardant partir avec une expression mêlant tristesse et espoir. Dans l'avion, j'appuyais ma tête contre la fenêtre et essayais de comprendre tout ce qui s'était passé. En moins de 2 jours, ma vie avait complètement changé. Pas seulement le travail, mais Alessandro. Il avait éveillé en moi quelque chose que je ne savais pas exister, une capacité à ressentir intensément, à désirer quelque chose au-delà de la sécurité et de la prévisibilité que j'avais toujours recherché. Mon téléphone vibra avec un message. C'était lui. « Rentre bien, je compte déjà les jours jusqu'à ton retour. » Ah, je souris, répondant « Merci de m'avoir montré Paris, et de m'avoir montré que je peux encore ressentir comme ça. M. » La réponse arriva presque immédiatement. « Ce n'est que le début, Marcus. Nous ne sommes que le début. » Quand l'avion décolla, me ramenant à ma vieille vie à Londres, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Alessandro Romano était entré dans ma vie comme une tempête, changeant tout sur son passage. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir où cette tempête me mènerait. Mais au fond de moi, je savais aussi que des hommes comme Alessandro Romano ne tombaient pas amoureux de garçons ordinaires comme moi. Il y avait tout un monde de différences entre nous, et une petite partie de moi se demandait si ces 24 heures magiques à Paris n'étaient que cela, une magie qui se dissiperait face à la réalité. Seul le temps dirait si ce que nous ressentions l'un pour l'autre pouvait survivre au monde réel. Et alors, les amis, vous sentez la tension monter entre nos protagonistes? Alessandro a enfin révélé qui il est vraiment, mais est-ce que cette différence de monde sera un obstacle à leur amour? Marcus a déjà le mal du pays, et vous? Commentez ce que vous pensez qu'il va se passer quand Marcus reviendra à Paris. N'oubliez pas de liker et de partager pour ne pas manquer un seul chapitre 2. Cette histoire qui ne fait que s'échauffer. Les 2 semaines qui suivirent mon retour à Londres passèrent dans un brouillard de préparatifs et de nostalgie constante. Alessandro et moi échangions des messages tous les jours, parfois de longues conversations sur nos journées, parfois juste un bonjour qui me faisait sourire, peu importe mon humeur. Il m'envoyait des photos de Paris, un café qu'il pensait que j'aimerais, une librairie qu'il avait découverte, le lever du soleil à Montmartre avec le message « Ce n'est pas pareil sans toi ».
Chaque message intensifiait à la fois l'anticipation et une anxiété croissante. Les nuits sans sommeil, quand j'emballais mes affaires ou remplissais des formulaires pour le déménagement, je me surprenais à me demander si ces moments à Paris avaient été réels, si Alessandro ressentait vraiment pour moi ce que je ressentais pour lui. « Tu sembles différent », commenta mon amie Sarah quand nous nous rencontrâmes pour un café d'adieu. « Il y a quelque chose en toi qui brille. C'est Paris, mentis-je à moitié. Je suis excité par le déménagement. »« Juste Paris ?» demanda-t-elle, m'étudiant avec ce regard perspicace qui faisait d'elle une excellente journaliste. « Où y a-t-il quelqu'un à Paris ?» Je sentis mon visage rougir. « Peut-être. Marcus, tu as rencontré quelqu'un et tu ne m'as rien dit ?» Elle se pencha sur la table, les yeux brillants de curiosité. « Raconte tout, maintenant. » Je racontai une version édulcorée de l'histoire. La rencontre fortuite, le dîner, le lever du soleil. J'omis la partie où Alessandro était PDG d'un empire commercial, l'intensité de nos baisers, la manière dont penser à lui faisait accélérer mon cœur. « Il a l'air incroyable, » dit Sarah quand j'eus fini. « Mais Marcus, es-tu sûr d'être prêt pour quelque chose de sérieux? Après James, c'était il y a 8 mois, dis-je sur la défensive. Je sais, mais tu as été très blessé. Et maintenant, tu déménages dans un autre pays, tu commences un nouveau travail. Peut-être devrais-tu te concentrer sur ton installation d'abord. » C'était le même conseil pratique que je m'étais donné à moi-même. Mais l'entendre de Sarah m'irrita inexplicablement. « Peut-être que certaines choses valent le risque, » dis-je. Elle leva les mains en signe de reddition. « D'accord. Je veux juste que tu sois heureux. » Mais ces mots restèrent dans ma tête pendant tout le vol pour Paris 2 jours plus tard. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que j'allais trop vite, que je tombais amoureux de quelqu'un que je connaissais à peine, que je compliquais un déménagement déjà assez intimidant. Tous ces pensées s'évaporèrent à l'instant où je vis Alessandro, m'attendant à l'aéroport. Il était appuyé contre le mur près de la sortie des arrivées, portant un jean noir et une chemise blanche simple qui, d'une manière ou d'une autre, le faisait paraître plus éblouissant que n'importe quel costume de créateur. Quand nos regards se croisèrent, le sourire qui s'étendit sur son visage était comme le soleil levant, chaud, brillant et complètement sincère. « Marcus », dit-il mon nom comme une prière de gratitude en s'approchant. « Alessandro », répondis-je, et alors il me tira dans ses bras là, au milieu de l'aéroport, m'embrassant comme si nous étions les 2 seules personnes au monde. « Tu m'as tellement manqué », murmura-t-il contre mes lèvres. 2 semaines m'ont semblé 2 mois. « Toi aussi », admis-je, surpris par l'intensité du soulagement que je ressentais à être à nouveau dans ses bras. Il avait tout organisé pour mon arrivée. Un appartement temporaire dans le Marais, juste jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de permanent, insista-t-il quand je protestais contre sa générosité. Un dîner de bienvenue dans notre restaurant, car c'était déjà notre restaurant dans mon esprit, et tout un après-midi libre pour me réadapter à la ville. « Comment était ton premier jour de travail ?» demanda-t-il 2 jours plus tard lorsque nous nous retrouvâmes pour dîner. J'avais commencé chez Lumière ce matin-là, et ma tête tournait encore avec toutes les nouvelles informations, les noms à retenir, les processus à apprendre. Intimidant, admis-je. Tout le monde est si sophistiqué, si expérimenté. J'ai l'impression d'être un imposteur qui porte des costumes empruntés. Le syndrome de l'imposteur, dit Alessandro avec compréhension. Je l'ai ressenti aussi. Toi, Alessandro, tu as construit un empire. J'ai hérité d'un empire, corrigea-t-il. Et les premières années, je me réveillais chaque matin en m'attendant à ce que quelqu'un découvre que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Et maintenant, je sais que personne ne sait vraiment ce qu'il fait la plupart du temps, dit-il avec un sourire. La différence, c'est que certaines personnes deviennent meilleures à faire semblant. Nous parlâmes du travail, de mes collègues, des projets auxquels je serais affecté. Alessandro connaissait le secteur suffisamment bien pour offrir des conseils utiles, mais était assez prudent pour ne jamais sembler condescendant. C'était un équilibre délicat qui me fit réaliser à quel point il était attentif à mes insécurités. « Il y a quelque chose que je dois te dire », dit-il lorsque nous terminions le dessert, à propos de la manière dont tu as obtenu le poste. Quelque chose dans son ton fit se nouer mon estomac. « Que veux-tu dire ?»« Quand tu as mentionné Lumière ce premier jour, j'ai appelé Margot, » admit-il, évitant mon regard. « Je n'ai pas interféré dans le processus d'embauche, mais j'ai peut-être mentionné que tu m'avais impressionné. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Tu as fait quoi ? Marcus, écoute-moi, dit-il rapidement, me regardant enfin. Tu as obtenu le poste parce que tu es talentueux et qualifié. Margot me l'a dit elle-même. J'ai juste accéléré le processus. Accélérer le processus, répétai-je, ma voix plus froide que je ne l'avais prévu.
Alessandro, comment puis-je savoir si j'ai obtenu le poste par mes propres mérites ou parce que tu as de l'influence? Parce que je connais Margot depuis des années, et elle n'embaucherait jamais quelqu'un juste pour rendre service. Sa réputation vaut plus que n'importe quelle amitié. Je voulais le croire. Je voulais désespérément croire que ma réussite était authentique. Mais une voix agaçante dans ma tête, une voix qui ressemblait étrangement à celle de James, murmurait que j'étais naïf, que des hommes comme Alessandro obtenaient toujours ce qu'ils voulaient par influence et pouvoir. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demandai-je. « Parce que je voulais que tu reviennes à Paris, » dit-il simplement. « Parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à toi, et l'idée que tu pourrais ne pas obtenir le poste et abandonner ton rêve me tuait. » La sincérité brute dans sa voix aurait dû me rassurer, mais au lieu de cela, elle ne fit qu'intensifier ma confusion. « Alessandro, tu me connais à peine. Tu ne peux pas réorganiser la vie des gens juste parce que tu veux qu'ils restent près de toi. Ce n'est pas ce que je fais, » dit-il, une note de frustration perçant dans sa voix. « Marcus, Tu quoi ?» Il passa ses mains dans ses cheveux, semblant plus jeune et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, » dit-il finalement. « Peut-être que je suis déjà amoureux. Et oui, j'ai utilisé mon influence pour donner un petit coup de pouce parce que l'alternative était de te laisser partir, et je ne pouvais pas supporter cette idée. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Alessandro, » commençai-je, mais je ne savais pas comment finir la phrase. « Dis-moi que tu ressens la même chose, » dit-il doucement. « Dis-moi que je ne suis pas le seul à avoir l'impression d'avoir trouvé quelque chose que je ne savais même pas chercher. » La vérité était que je ressentais exactement cela. Mais la révélation sur le poste avait ravivé toutes mes insécurités sur nos différences, sur le fait de savoir s'il pouvait vraiment appartenir à son monde. « J'ai besoin de temps pour assimiler ça, » dis-je finalement. La déception dans ses yeux fut comme un coup de poignard, mais il hocha la tête. « Bien sûr. De combien de temps as-tu besoin? » « Je ne sais pas. » Il fit signe au serveur pour demander l'addition, et le reste de la soirée passa dans un silence inconfortable qui contrastait douloureusement avec la facilité naturelle que nous avions toujours eue ensemble. Les jours suivants furent éprouvants. Alessandro respecta ma demande d'espace, mais son absence était comme un trou physique dans ma poitrine. Je me concentrais sur le travail, faisant connaissance avec mes collègues, apprenant les systèmes de lumière, essayant de prouver à moi-même que je méritais d'être là. Ce fut lors de ma première réunion avec un client que je découvris à quel point le monde des affaires européennes était petit. « Notre prochain client est assez important », expliqua Margot en passant en revue les dossiers. Romano Enterprises envisage une grande campagne de rebranding pour ses propriétés hôtelières. Mon sang se glaça. « Romano Enterprises ?» « Oui, vous connaissez? C'est l'une des plus grandes entreprises d'investissement en Europe. Le PDG, Alessandro Romano, est assez jeune mais impressionnant par sa vision. » Je déglutis péniblement. « J'ai entendu parler? Parfait. Vous ferez partie de l'équipe chargée de la présentation initiale la semaine prochaine. » L'univers conspirait clairement contre moi. Pendant le week-end, alors que je flânais dans les marchés du Marais pour essayer de me distraire, je tombais sur Henri du restaurant. « Marcus » s'exclama-t-il, m'enlaçant chaleureusement. « Comment vous adaptez-vous à Paris? »« Bien, mentis-je. Et vous, Henri, comment vont les choses au restaurant? »« Oh, je ne peux pas me plaindre. Surtout avec Alessandro qui nous a aidés avec ce problème de licence municipale. » « Problème de licence ?» Henri hocha la tête. Quelques bureaucrates faisaient que des difficultés, menaçant de fermer le restaurant à cause de réglementations anciennes ridicules. Alessandro a tout réglé en une semaine. Il fait ça souvent? Aider les gens? Plus que vous ne le pensez, dit Henri avec affection. Ce garçon a un grand cœur, malgré son apparence sérieuse d'homme d'affaires. Saviez-vous qu'il a payé secrètement les frais médicaux de la fille de mes voisins quand elle avait une leucémie? Non, je ne savais pas. En fait, je commençais à réaliser que je savais très peu de choses sur le véritable Alessandro Romano. Il ne parle jamais de ces choses, poursuivit Henri. Mais nous savons. La communauté sait. Il prend soin des gens. Quand je rentrais à l'appartement ce soir-là, je trouvais une boîte à ma porte avec mon nom. À l'intérieur, il y avait un petit tableau, une aquarelle de Paris au lever du soleil, vue de Montmartre. C'était exquis, clairement peint par un artiste talentueux, et cela capturait parfaitement la vue qu'Alessandro et moi avions partagée ce premier matin. Il y avait une carte, pour que tu n'oublies jamais que Paris peut être magique. Ah, je serrai le tableau contre ma poitrine, et laissai enfin couler librement les larmes que j'avais retenues pendant des jours. Le lundi, j'entrai dans la salle de conférence de lumière avec les mains moites et le cœur battant la chamade. Alessandro était déjà là, portant un costume gris foncé qui le faisait ressembler à chaque centimètre
au puissant PDG qu'il était. Quand nos regards se croisèrent, je vis de la surprise, de l'espoir et quelque chose qui ressemblait à de la douleur passer rapidement sur son visage. « Monsieur Romano, dit Margot, j'aimerais vous présenter notre dernière recrue, Marcus Delacroix. Ravi de vous rencontrer, monsieur Delacroix, dit Alessandro formellement, me tendant la main. Le plaisir est pour moi, monsieur Romano, répondis-je, serrant sa main et essayant d'ignorer la décharge électrique familière. La réunion dura 2 heures. Alessandro fut professionnel, incisif, posant des questions intelligentes sur la stratégie de marque et le positionnement sur le marché. Je contribuais quand c'était approprié, offrant des idées sur les tendances numériques et l'engagement des millénials. Il y eut des moments où je sentis ses yeux sur moi, mais chaque fois que je regardais dans sa direction, il était concentré sur les documents devant lui. À la fin de la réunion, Margot annonça « Monsieur Romano, Marcus sera le chef de projet du côté de Lumière. Je suis sûr que vous travaillerez très bien ensemble. J'en suis sûr aussi, dit Alessandro, me regardant directement pour la première fois de toute la réunion. Marcus semble être exactement le type de professionnel que nous recherchons. Après que tout le monde fut parti, nous restâmes seuls dans la salle de conférence un instant. Tu savais, demandai-je, que tu serais là? Non. Margot a mentionné qu'elle avait assigné un nouvel employé au projet, mais elle n'a pas dit qui. Il marqua une pause. Est-ce que ça va poser un problème pour toi? Ça devrait poser un problème pour toi, répondis-je. C'est moi qui ai un conflit d'intérêts ici. Marcus, tu es qualifié pour ce projet. Margot ne t'aurait pas choisi si ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose dans sa voix, une lassitude qui n'était pas là auparavant, qui me fit vraiment le regarder pour la première fois. Il semblait fatigué, comme s'il ne dormait pas bien. Il y avait des rides autour de ses yeux que je ne me souvenais pas d'avoir vues avant. « Alessandro » commençai-je, mais il marchait déjà vers la porte. « J'ai un appel dans 5 minutes, dit-il sans se retourner. Nous pouvons programmer notre prochaine réunion via Margot. » Et puis il était parti, me laissant seul dans la salle de conférence avec le cœur brisé et plus confus que jamais. Les 2 semaines suivantes établirent un schéma douloureux. Alessandro et moi nous rencontrions pour des réunions d'affaires, tenions des conversations professionnelles et polies, et évitions soigneusement tout sujet personnel. Il était un client exigeant mais juste. J'étais un consultant compétent mais prudent. Et nous faisions tous deux semblant que la tension dans l'air entre nous était purement professionnelle. Mais je pouvais voir à travers le masque. Je remarquais comment ses yeux s'attardaient sur mon visage quand il pensait que je ne regardais pas, comment sa voix devenait légèrement plus douce quand il disait mon nom, comment ses doigts se crispaient légèrement quand je lui passais des documents, et que nos mains se frôlaient presque. La situation atteignit son paroxysme lors d'une réunion particulièrement tendue sur la direction créative. L'équipe de Romano Enterprises, sentant clairement la tension entre Alessandro et moi, était étrangement sur la défensive face à chaque suggestion que nous faisions. Avec tout le respect, dit le directeur marketing de Romano, un homme dans la cinquantaine avec une attitude arrogante, je ne pense pas que Lumière comprenne vraiment la sophistication de notre clientèle. Je sentis ma mâchoire se crisper. Nous avions travaillé sans relâche sur la présentation, recherchant minutieusement le marché de l'hospitalité de luxe, développant des concepts innovants qui respectaient l'élégance traditionnelle tout en attirant une clientèle plus jeune. Puis-je demander précisément ce que vous trouvez inapproprié dans notre approche? Demandai-je, gardant ma voix soigneusement neutre. Eh bien, cette obsession pour les réseaux sociaux, par exemple, dit-il, gesticulant avec dédain vers nos maquettes numériques. Nos clients valorisent la discrétion, l'exclusivité. Ils ne veulent pas que leurs expériences soient diffusées au monde entier. En fait, interrompis-je, nos recherches montrent que même les clients de luxe, en particulier dans la tranche d'âge de 25 à 45 ans, utilisent les réseaux sociaux pour découvrir et partager des expériences. La clé est de créer un contenu qui semble exclusif et aspirationnel, pas commercial. Marcus a raison, dit Alessandro doucement, prenant la parole pour la première fois en 20 minutes. Nos propres données internes confirment ces tendances. Le directeur marketing sembla surpris d'être contredit par son propre PDG. Monsieur Romano, je pensais juste, je déciderai de ce qu'il faut penser des recommandations de Lumière, dit Alessandro, sa voix portant une autorité qui fit se redresser tout le monde dans la salle. Continuez, s'il vous plaît. Après cela, la réunion se déroula plus facilement, mais je pouvais sentir les regards curieux de l'équipe de Romano passant d'Alessandro à moi. Quand la réunion se termina, Alessandro resta dans la salle pendant que son équipe sortait. « Merci », dit-il quand nous fûmes seuls. « Pourquoi ? Pour être professionnel malgré tout. Alessandro, commençai-je. Mais il leva la main. « Je sais que tu as besoin d'espace.
J'essaie de respecter ça. Mais Marcus, tu dois savoir que ça me tue. La douleur brute dans sa voix brisa quelque chose en moi. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Alors pourquoi nous faisons-nous ça? C'était une bonne question. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Parce que nos différences semblaient insurmontables. Parce qu'une partie de moi croyait encore que je ne méritais pas quelqu'un comme lui. Parce que c'est compliqué, dis-je finalement. Ce n'est compliqué que si nous le permettons. Alessandro, tu es un PDG multimillionnaire avec des maisons dans plusieurs villes et un jet privé. Je suis un jeune diplômé qui partage un minuscule appartement avec 2 étrangers jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. Et alors? Répétai-je incrédule. Comment cela peut-il fonctionner? De la même manière que n'importe quelle relation fonctionne, dit-il se levant et marchant vers moi. 2 personnes décident que ce qu'elles ressentent l'une pour l'autre est plus important que les obstacles. Mais les obstacles sont réels, Alessandro. Ton monde, tes responsabilités, mon monde est vide sans toi dedans, dit-il simplement. Marcus, ces 2 dernières semaines, je suis retourné me réveiller seul à 4 heures du matin pour monter à Montmartre, parce que c'est le seul endroit où je peux encore te sentir avec moi. Les larmes me piquèrent les yeux à l'image de lui seul sur notre colline, regardant des levées de soleil qui ne signifiaient plus rien sans moi là-bas. Tu ne peux pas continuer à faire ça, murmurai-je. Je ne peux pas continuer à faire beaucoup de choses, approuva-t-il. Je ne peux pas continuer à prétendre que travailler avec toi n'est que du travail. Je ne peux pas continuer à me mentir en disant que je peux être juste professionnel quand tout ce que je veux c'est t'embrasser chaque fois que tu parles. Et je ne peux pas continuer à me réveiller chaque matin en espérant que ce soit le jour où tu me pardonneras d'avoir essayé de t'aider parce que je t'aime. Mon cœur s'arrêta. Alessandro, je t'aime, Marcus, répéta-t-il plus fermement cette fois. Je sais que c'est rapide, je sais que c'est effrayant, je sais que ça complique tout, mais c'est vrai. Les mots que j'avais essayé de ne pas penser, de ne pas ressentir, jaillir de ma poitrine. Je t'aime aussi. Le soulagement sur son visage fut instantané et dévastateur. Alors arrête de lutter contre ça. Arrête de nous punir pour quelque chose qui est bon. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Parce que, et si ça ne marche pas? Les mots sortirent précipitamment. Et si tu te lasses de moi? Et si je ne m'intègre pas dans ton monde? Et si tu réalises que tu peux avoir n'importe qui et que tu n'as pas besoin de te contenter de moi? Alessandro m'étudia longuement, puis prit sa mallette et commença à marcher vers la porte. Pendant un instant terrible, je pensais qu'il abandonnait, que je l'avais enfin repoussé trop loin. Mais à la porte, il se retourna. « Marcus, j'ai besoin que tu prennes une décision. Soit tu me fais confiance, et tu fais confiance à ce que nous avons, soit tu ne le fais pas. Je ne peux pas continuer à prouver ma valeur tous les jours. Alessandro, attends. Je serai à Montmartre demain au lever du soleil, dit-il. Si tu décides que ce que nous avons vaut la peine de se battre, retrouve-moi là-bas. Si tu ne viens pas, je comprendrai que ta réponse est non. » Et puis il partit, me laissant seul avec l'ultimatum le plus important de ma vie. Je passais toute la nuit éveillé, mon esprit oscillant entre la peur et le désir, la logique et l'émotion. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Alessandro seul à Montmartre, m'attendant. Chaque fois que j'essayais d'être rationnel sur nos différences, je me souvenais de la manière dont il me regardait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. À 4 heures du matin, j'abandonnai l'idée de dormir. Je pris une douche, m'habillai et sortis dans les rues silencieuses de Paris. Mes pieds me guidèrent automatiquement vers Montmartre, bien que je n'ai pas encore pris de décision consciente. Paris à l'aube était différente, plus douce, plus intime, comme si la ville partageait des secrets réservés à ceux assez courageux pour assister à son réveil. En montant les rues familières, je pensais à toutes les matinées où Alessandro avait fait cette promenade seul, portant la solitude d'une vie qui semblait parfaite de l'extérieur, mais était vide, là où ça comptait le plus. Quand j'arrivais à notre endroit, Alessandro était déjà là. Il se tenait dos à moi, regardant l'horizon où les premières lueurs pâles de l'aube commençaient à apparaître. Même de loin, je pouvais voir la tension dans ses épaules, la manière dont il serrait les mains derrière son dos. Pendant un instant, je l'observais simplement. Alessandro Romano, puissant, confiant, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, semblait vulnérable d'une manière qui me brisa le cœur. « Tu es venu », dit-il sans se retourner, comme s'il pouvait sentir ma présence. J'ai failli ne pas venir, admis-je, marchant jusqu'à être à ses côtés. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Henri, dis-je, surpris par ma propre réponse. Alessandro se tourna pour me regarder, confus. Henri, il m'a raconté les factures médicales que tu as payées. Comment tu as aidé avec le problème de licence du restaurant. Toutes les petites attentions que tu fais dont personne ne sait.
Henri a la langue trop bien pendue, murmura Alessandro, mais il y avait une note d'affection dans sa voix. Il m'a fait réaliser que je ne voyais qu'une partie de toi, la partie qui m'intimidait. Je ne voyais pas l'homme qui annule des réunions d'affaires pour prendre un café avec un inconnu, qui connaît l'histoire de chaque quartier parisien, qui se soucie assez des gens pour s'assurer que leurs rêves se réalisent. Marcus, je n'ai pas fini, interrompis-je. J'ai aussi réalisé que j'utilisais nos différences comme excuse parce que j'avais peur. Peur de ne pas être assez, peur d'être blessé à nouveau, peur d'aimer quelqu'un si fort que le perdre me détruirait. Le soleil se levait maintenant, peignant le ciel de rose et d'or qui se reflétait dans les yeux d'Alessandro pendant qu'il m'écoutait parler. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose que tu m'as dit ce premier jour, poursuivis-je, à propos de devoir parfois se perdre complètement pour se retrouver. Je me suis perdu quand ma mère est morte, je me suis perdu quand James m'a quitté, je me suis perdu de toutes les manières qui je pensais comptaient, mais quand je t'ai rencontré, je me suis retrouvé. Marcus, dit Alessandro mon nom comme une prière. Je t'aime, dis-je, les mots enfin libres et vrais. Je t'aime non pas malgré qui tu es, mais précisément à cause de qui tu es. Je t'aime assez pour être courageux. Alessandro ne dit rien. À la place, il combla la distance entre nous et m'embrassa alors que le soleil se levait sur Paris. Ce baiser était différent de tous les autres. C'était une promesse, un engagement, le début de quelque chose que nous savions tous deux changerait nos vies pour toujours. Quand nous nous séparâmes, je posai mon front contre le sien, tous deux respirant lourdement. « Alors que faisons-nous maintenant » demandai-je. « Maintenant » dit Alessandro, ses mains encadrant mon visage. « Nous arrêtons d'avoir peur et commençons à vivre. » 6 mois plus tard. « Marcus, il faut que tu vois ça » dit Alessandro, entrant dans notre appartement. Notre appartement, quelque chose qui me faisait encore sourire chaque fois que j'y pensais, avec son ordinateur portable à la main. « Quoi » demandai-je, levant les yeux du projet sur lequel je travaillais à la table de la cuisine. « La campagne de Romano Enterprises que tu as créée, elle vient de remporter le prix européen du marketing numérique. » Je laissai tomber mon stylo. « Quoi ? Tu as bien entendu » dit-il, me montrant l'écran. Non seulement elle a gagné dans la catégorie de l'hospitalité de luxe, mais elle a remporté le prix général de l'innovation. Je n'arrivais pas à y croire. Ces 6 derniers mois, j'avais travaillé plus dur que jamais, déterminé à prouver, à moi-même et à quiconque doutait, que je méritais ma place chez Lumière et dans la vie d'Alessandro. « Oh mon Dieu !» murmurai-je, lisant les détails à l'écran. « Alessandro, c'est incroyable. »« Tu es incroyable », corrigea-t-il, me tirant dans ses bras. « Et maintenant, le monde entier le sait. » Ces derniers mois, nous avions navigué prudemment dans le territoire, d'être à la fois partenaires professionnels et personnels. Cela avait parfois été difficile, surtout quand nous devions être en désaccord sur des stratégies d'affaires, mais nous retrouvions toujours notre chemin l'un vers l'autre. Alessandro avait été incroyablement respectueux de garder notre relation personnelle séparée des affaires. En fait, il s'assurait d'être plus exigeant avec moi professionnellement qu'avec tout autre fournisseur, s'assurant que personne ne puisse remettre en question mon mérite. Cela avait fonctionné. La campagne et notre relation avaient toutes deux prospéré. « Il y a autre chose » dit Alessandro, semblant soudain nerveux. « Quoi ? Le prix s'accompagne d'une opportunité. L'Association européenne du marketing veut t'offrir un poste de consultant senior. Tu travaillerais avec les principales marques de luxe à travers l'Europe. » Mon cœur s'emballa. C'était le genre d'opportunité dont je n'osais même pas rêver. « Mais il y a un hic » poursuivis-je, connaissant Alessandro assez bien pour sentir qu'il y avait plus. Pas exactement un hic, mais ça nécessiterait beaucoup de voyages. Londres, Milan, Barcelone, Zurich. Tu serais absent plusieurs semaines par mois. J'étudiais son visage, cherchant des signes de ce qu'il ressentait à ce sujet. Alessandro avait grandi habitué à voir les gens de sa vie le quitter, pour de l'argent, pour de meilleures opportunités, parce qu'appartenir à son monde était compliqué. Je pouvais voir l'ancienne insécurité se glisser dans ses yeux. « Alessandro, » dis-je doucement, « où seras-tu pendant ces voyages ?» Il me lança un regard et un sourire lent se répandit sur son visage lorsqu'il comprit ce que je demandais. « Où que tu sois, » répondit-il, « si tu veux de moi là-bas, je te veux toujours près de moi, » répondis-je. « Tu es ma maison maintenant, Alessandro, peu importe dans quelle ville nous sommes. » Il m'embrassa alors profondément et complètement, et je sus que nous avions franchi l'autre côté de toutes nos peurs et insécurités. Il y aurait encore des défis, les relations en ont toujours, mais nous les affronterions ensemble. « Es-tu sûr pour cette offre d'emploi » demanda-t-il lorsque nous nous séparâmes. « C'est un grand changement. »« Je suis sûr de nous, » répondis-je. « Tout le reste n'est que détail. » Alessandro sourit.
Ce sourire qui m'avait conquis cet après-midi pluvieux à Paris. Dans ce cas, mademoiselle consultante senior, que dirais-tu de célébrer? Qu'as-tu en tête? Henri prépare un coq au vin spécial ce soir, dit-il. Et ensuite, j'ai pensé que nous pourrions monter à Montmartre, voir le coucher du soleil cette fois. Parfait, dis-je, me penchant pour l'embrasser à nouveau. Plus tard, ce soir-là, alors que nous marchions main dans la main dans les rues familières vers Montmartre, Alessandro s'arrêta soudainement. J'ai oublié quelque chose, dit-il. Quoi? Au lieu de répondre, il s'agenouilla là, sur le trottoir. Mon cœur s'arrêta lorsque je vis la petite boîte en velours dans ses mains. Marcus, dit-il, sa voix tremblant légèrement, il y a 6 mois, tu m'as appris que l'amour vaut tous les risques. Tu m'as appris que la vraie vie, celle qui vaut la peine d'être vécue, commence quand nous cessons d'avoir peur de nous donner complètement. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage avant même qu'il n'ouvre la boîte. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais qu'il y aura des défis, des voyages, des nuits difficiles et des matins incertains. Mais je sais que je veux tout affronter à tes côtés. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple, mais élégante. Marcus Delacroix, veux-tu m'épouser? Le monde entier sembla s'arrêter. Les gens passaient sur le trottoir, la vie continuait autour de nous. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était les yeux d'Alessandro, pleins d'amour, d'espoir et d'une vulnérabilité qui me coupa le souffle. Oui, murmurai-je puis plus fort. Oui, oui, bien sûr que oui. Il se leva et me fit tournoyer dans les airs, tous deux riant et pleurant à la fois. Lorsqu'il me reposa, il glissa la bague à mon doigt avec des mains tremblantes. « Je t'aime », dit-il contre mes lèvres. « Je t'aime aussi », répondis-je, complètement. Et là, sous les lumières de Paris, avec notre avenir s'étendant devant nous, plein de possibilités infinies, je sus que j'avais enfin trouvé ma maison. Ce n'était pas un lieu, c'était une personne. C'était Alessandro, c'était nous. C'était cet amour qui avait grandi d'une rencontre fortuite un après-midi pluvieux pour devenir quelque chose d'assez fort pour reconstruire 2 vies. Quelques années plus tard, alors que nous planifions notre mariage dans une petite cérémonie dans les jardins du château de Versailles, je réfléchirais à comment nous en étions arrivés là, à comment, parfois, il faut se perdre complètement pour se retrouver, à comment l'amour véritable n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de trouver quelqu'un qui vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même. À comment parfois, si vous avez assez de courage pour sauter, vous découvrez que vous savez voler. Mais cette nuit-là, alors que nous montions à Montmartre en tant que fiancés fraîchement engagés, tout ce qui comptait était la chaleur de la main d'Alessandro dans la mienne, et la promesse de tous les levers et couchers de soleil que nous regarderions ensemble. Prêt pour notre première vue en tant que fiancés? Demanda Alessandro lorsque nous arrivâmes à notre endroit spécial. Prêt pour tout, répondis-je, et pour la première fois de ma vie, je l'étais vraiment. Paris s'étendait devant nous, belle et éternelle, témoin silencieux de notre amour, et tandis que le soleil se couchait sur la ville lumière, peignant le ciel de rose et d'or, je sus que notre histoire ne faisait que commencer. Nous étions complètement l'un à l'autre, enfin complètement libres. Fin. Et alors, les amis, avez-vous ressenti toute cette montagne russe d'émotions avec Marcus et Alessandro? Depuis cette première rencontre fortuite à Paris, jusqu'à la demande en mariage à Montmartre, quelle aventure, n'est-ce pas? L'amour véritable demande parfois du courage pour affronter nos peurs et embrasser l'inconnu. Nous espérons que vous avez aimé suivre cette histoire autant que nous avons aimé l'écrire. Laissez dans les commentaires quelle était votre partie préférée et n'oubliez pas de liker et de partager si vous voulez plus d'histoires romantiques comme celle-ci. À la prochaine aventure du cœur.